1997, une nouvelle ère s'ouvre pour le Zaïre après 22 ans sous le régime de Mobutu. Autrefois rempart contre le communisme, le pays a été abandonné par les Américains à la fin de la guerre froide. Quand Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir, le pays est exsangue et la corruption généralisée. Ainsi, tout est à reconstruire dans la nouvellement nommée République démocratique du Congo. Quand vous me demandez ce qui me reste de la Suisse, c'est les montagnes que je vois. Même si elles ne sont pas enneigées, je les vois pleines de neige. La première chose, en tout cas, dont je me souviens très bien, c'est la première neige. En même temps, je vois l'ouvrier suisse qui rentre du travail, mais content d'avoir passé 8 heures au boulot, à l'usine. Ah, c'est beau. Oh, c'est Zermatt. Je sais ce qui est. Pas très bien, je tombe souvent, mais je sais. Donc maintenant je suis en route vers Mova. Est-ce que tu pourras nous suivre directement à l'Otrapo à 10h? Merci. À tout à l'heure. Merci. En Suisse, où il a vécu pendant 16 ans, Eddy Angoulou n'était qu'un requérant d'asile anonyme. Il est aujourd'hui ministre de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et du Tourisme de la République démocratique du Congo. De l'exil genevois au pouvoir à Kinshasa, aux affaires depuis juin dernier, Monsieur le ministre découvre les subtilités du protocole à l'africaine. Comme pour beaucoup de ses collègues, l'exercice n'a rien d'évident. Les allées du nouveau pouvoir congolais fourmillent d'anciens opposants zaïrois. Après 15 ans, 20 ans d'exil en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, ils sont rentrés au pays à l'appel de Laurent Désiré Kabila. Kabila, le tombeur de Mobutu, le nouveau maître du Zaïre rebaptisé Congo. Le drapeau du pays a été remplacé par celui des années 60 et la zaïroise, l'ancien hymne national, a cédé sa place à la congolaise. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyen. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Congo, mon béni, Congo. Kabila, dont chaque discours sonne comme un défi à l'Occident. Vous savez que notre pays, qui a été et qui continue à être la victime des complots ourdis par des puissances camouflées, a démontré et continuera à démontrer qu'il préfère être pauvre et libre plutôt que riche et esclave. Pour Eddy Angoulou, Laurent Désiré Kabila est tout sauf un inconnu. La rencontre date de 1992, c'était à Genève, au bord du lac. On s'est assis dans l'un des bancs, le banc qui est tout au bout là. J'étais assis à sa droite et pendant une très bonne partie de la nuit, nous nous sommes mis à discuter du Congo, du Zaïre de l'époque, de Mobutu, de son régime. Alors, à la fin de nos entretiens, il m'a dit: je ne veux plus rester les bras croisés, je vais activer la lutte et tu viens. Si tu apprends que j'ai activé la lutte, tu viens. Et je lui ai dit oui, je viendrai. Octobre 96, au plus fort des tensions ethniques entre les Tutsis et les Hutus, les petits hommes verts de Kabila surgissent à l'est du Zaïre. Une alliance hétéroclite de Tutsis, d'anti-moboutistes zaïrois, épaulés par des Rwandais, des Ougandais, des Angolais. À la surprise générale, les rebelles conquièrent en 7 mois un pays 57 fois plus grand que la Suisse. L'armée de Mobutu se liquéfie, les villes tombent comme des fruits mûrs. Le 17 mai, les hommes de Kabila sont à Kinshasa. Après
Après plus de 30 ans dans des maquis oubliés, l'ancien compagnon d'armes de Che Guevara ressurgit en triomphateur. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. En Suisse, la nouvelle de la chute de Mobutu éclate comme une divine surprise pour ces quelques centaines d'opposants zaïrois en exil qui, depuis des années, s'époumonaient en vain contre le maréchal président dans des manifestations clairsemées à Genève, Lausanne ou Berne. Eddie Angoulou fut l'un d'eux. Journaliste à Kinshasa dans les années 70, pourchassé par la police de Mobutu, il fuit le Zaïre et débarque à Genève en février 1981. Pendant 16 ans, Eddie Angoulou crie, défile, écrit des livres et des articles contre un régime qui semblait indestructible. Ça a été un opposant d'une qualité quasiment diamantifère. Enfin, c'était un opposant très pur, chimiquement pur. Dans le sens qu'il ne s'est jamais départi, pas un seul instant, de son opposition et de principe et de cœur au régime zaïrois maintenant évacué, celui du maréchal Mobutu. Et ça, il ne s'est jamais démenti là-dessus, alors même que tout autour de lui, le grand jeu de ces 20 ou 25 années de pouvoir de Mobutu, ça a été de corrompre constamment les nouvelles formes d'opposition qui s'élevaient à l'étranger. Avec nous sur ce plateau, Eddie Angoulou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole en Europe de Laurent Désiré Kabila. L'Alliance a progressé de façon inattendue. Dès le début de la guerre, Eddie Angoulou se rallie à Laurent Désiré Kabila. Il se rend au Zaïre, rencontre le chef des rebelles, puis revient en Suisse, court les plateaux de télévision et multiplie les interviews. Je me retire dans mon village avec... Le petit militant d'hier est devenu porte-parole de l'AFDL, l'Alliance des forces pour la libération du Congo. Une ascension au parfum de revanche sur des années difficiles. L'exil, c'est essentiellement beaucoup de souffrance, contrairement à ce que les gens pensent. C'est beaucoup de souffrance personnelle. C'est une série d'arrachements, c'est une série de frustrations, c'est une série de privations. Lorsque vous passez 10 ans comme requérant d'asile sans jamais qu'on tranche votre cas. Donc chaque jour, vous ne savez pas si à la boîte à lettres, la réponse est venue ou pas. Pendant 10 ans, c'est extrêmement long. Ça vous a pesé, ça? Beaucoup, oui, ça a pesé. Ça pèse beaucoup. Il a vécu en Suisse un de ces petits enfers ordinaires des exilés. On l'a jamais martyrisé, mais on l'a jamais opprimé, mais il a quand même vécu des années très difficiles. J'ai travaillé comme ouvrier, j'ai travaillé comme manutentionnaire. J'ai fait tout. J'ai travaillé comme petit bureaucrate. J'ai fait un peu de tout pour payer mes études, pour vivre. Et pour élever vos enfants? Et pour élever mes enfants, oui. Kinshasa, lundi matin, 8h30. Eddie Angoulou retrouve son bureau et les 80 fonctionnaires de son ministère. Là, c'est le bureau du ministre. Alors, ici, c'est l'antichambre, c'est son secrétariat. Et on a deux demoiselles et une dame. Donc, on commence par Madame Rose. C'est elle qui fait la plupart des travaux sur ordinateur. Elle a vécu à peu près 20 ans à Fribourg. Alors, ici, c'est le couloir. Juste ici, c'est le bureau du conseiller chargé des missions. Et ici, c'est la salle des réunions. Alors, c'est la salle des réunions, comme vous allez le constater. Et que toutes les chaises de la salle de réunion, pour l'instant, à l'état brut, nous servent à mettre ça dans les bureaux. Chaque fois quand on a des réunions, c'est que les hôtesses ont beaucoup de travail.
pour amener les chaises. Alors ne soyez pas surpris par la présence des militaires parce que lui c'est le garde du corps de son excellence et eux c'est eux qui sont chargés de la sécurité du ministère. Ici c'est le chargé de relations publiques, hein, le chargé de relations extérieures. Donc c'est normal que son bureau soit vide, donc il ne peut pas être là. Et en face là nous avons l'intendance. Alors bonjour, c'est le directeur qu'on a passé tout à l'heure au couloir, le directeur Boussou. Moi, monsieur, vous avez beaucoup de... C'est des archives? Oui, c'est bon, il y a des documents là-dedans, il y a certaines archives. Et qu'est-ce que vous avez dans ce coffre? Le bureau ici était d'abord un bureau d'un comptable. Et le comptable est parti. Maintenant, je garde les dossiers les plus précieux là-dedans. C'est ça, ce n'est pas l'argent, croyez-moi. C'est un autre pôle de la taxigraphie, donc qui entre plus dans le cadre de l'administration, hein, surtout de la direction humaine. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de machines à écrire quand même dans ces bureaux. Hein. Ici, apparemment, ils en ont une et j'espère que bientôt ils en auront plus. N'est-ce pas? Oui, oui. Ouais. Et ici, c'est le bureau de la caissière et le comptable. Alors, c'est là où on met pratiquement presque tous nos matériaux, les photocopieuses et tout qu'on sort. Ça, c'est vous qui avez dû amener? Ouais, c'est nous qui avons amené ça aussi de la Suisse. Lorsque vous êtes arrivé, ouais. Il n'y avait rien? Il n'y avait pas de photocopieuse? Il n'y avait pas de photocopieuse, il n'y avait pas de machine. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Même pas d'ordinateur. Sauf si un ordinateur hein, qui ne fonctionnait pas, qui était qu'un objet de décoration du bureau. Ça fait rire. Donc on avance et je vous présente. Voilà. La première fois que vous êtes rentré dans ce bâtiment en tant que ministre, est-ce qu'on n'a pas un coup de blues comme on dit? Bien sûr, bien sûr. Nous savions que ce pays était détruit par les journaux, par les témoignages verbaux, mais voir la réalité, c'était autre chose. C'est des Congolais qui étaient ici, qui ont fait ce que nous avons trouvé. Ça ne sert à rien de dire aux Congolais, relançons le tourisme, protégeons l'environnement, si les gens qui viennent le matin pour travailler sont debout, il n'y a pas de chaises, il n'y a pas de machine à écrire, il n'y a pas de traitement de texte, n'en parlons pas, il n'y a pas de fax, il n'y a rien. Le portefeuille dédié englobe l'environnement et le tourisme. Mais de touristes ici, il n'y en a pas. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment une priorité dans un pays où la vue d'un camion poubelle est un événement. Là, c'est un des rares camions qui est en marche. Alors, le directeur est passé ici. Il est en train de le roder, en fait. Et il en a profité pour me le montrer. On en a seulement 13 dans la ville de Kinshasa. 13 pour toute la ville? Oui, pour toute la ville. Qu'il faut immobiliser. Et avec ça, nous n'arrivons à ramasser que 1% des immondices de la ville. Et vous estimez qu'il en faudrait combien? Une centaine. Alors ça, c'est le quartier que vous fréquentiez quand vous étiez jeune? Oui, oui. Vous voyez, c'est comme s'il y avait tremblement de terre ou la guerre civile, je sais pas moi quoi. Moi, je sais pas, moi je tombe des nues, j'arrive pas à expliquer. Pourtant, il y a quelques années, à l'époque coloniale, tout était asphalté. Voilà, tout était asphalté, il n'y a plus rien. Mais depuis 4 mois que le nouveau régime est là, vous auriez pu les enlever, ces voitures. Mais mon cher ami, c'est vrai, vous avez raison, mais ça ne peut pas se faire en un jour. Il faut d'abord qu'il y ait du matériel. On ne va pas le faire avec les mains. Et c'est pas seulement ici, c'est tout Kinshasa. On va aller, il y a l'université qui est pourrie, il y a le centre-ville qui est pourri. Partout, il n'y a rien. Mais maintenant, on ne sait même pas où commencer. On ne sait pas par où commencer. Compagnon d'exil d'Eddie Angoulou, José Mutombo a vécu 20 ans à Genève. D'abord étudiant, puis commerçant prospère, ce vieil opposant à Mobutu a tout quitté pour rentrer au Congo. Mais à 46 ans, José ne reconnaît plus la Kinshasa de son enfance.
Qu'est-ce qu'on fait d'ici? Moi, des petits réchauds, on met la braise là et la marmite dessus, bon, pour la cuisson. Demandez-lui s'il arrive à vivre bien avec ça. Est-ce que dans mon salon, il vit à Nango, c'est aussi le bon idée, c'est ça le bon idée. 50 000 la pièce, c'est 25 cents. Et par jour, vous vendez combien? Par jour, on a coûté 4 ou 5. 4 ou 5, ça fait 200 000, 250 000, nourrir une famille, grande famille. Si on pose la question à tous ces gens qui sont là, vous avez mangé ce matin, ils diront non, on n'a pas mangé. Voilà, manger c'est un luxe au Congo. En plein centre-ville, le dépôt de la Sotraz. Fondée il y a 18 ans, elle compta jusqu'à 530 employés. C'était la plus grande compagnie d'autobus de Kinshasa. Auparavant, on avait plus de 300 bus, mais actuellement, on a peut-être 300 épaves. Combien il y en a qui roulent? Aucun, pas un qui roule. Qu'est-ce que font les employés? Les employés sont à la maison. Chômage technique ou un congé technique, parce qu'il n'y a plus rien qui tourne, il n'y a plus d'activité. On n'a plus rien à espérer avec ces épaves ici. À moins que s'il peut y avoir d'autres charrois. Mais avec ceci, on ne peut plus compter pour faire rouler, ça c'est pratiquement impossible. Ouais, observez vous-même comment est-ce qu'on peut faire rouler un truc comme ça. Laisse derrière lui un pays exsangue. Les caisses de l'État sont vides, 14 milliards de dollars de dette extérieure et une inflation qui, depuis 1990, frôlait les 5000% par an. À Kinshasa, il n'y a plus de bus, plus de voiries, plus de services publics, plus d'État. 32 ans de gabegie et de corruption effrénée ont transformé la capitale d'un pays richissime en matières premières en un chaos urbain démentiel, ingérable, où se débattent désespérément les 6 millions de Kinois. Voilà, c'est là mon école. Une propriété qui est commune à tous ces éléments. On a dit pour définir en extension, donc un ensemble est représenté de deux manières, soit par une ligne fermée qu'on appelle le diagramme PVLR. Ouais, c'est là-bas. Bonjour. Veuillez vous asseoir. Je peux vous mettre derrière si jamais. Oui. Je vais suivre le cours aussi, moi. Moi, je vais suivre mon cours aussi. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes assis ici? Ça vous rappelle votre jeunesse? Non, je sens d'abord l'amertume. L'amertume. Et j'ai dit, j'ai bien fait de m'opposer contre Mobutu. Pourquoi? Parce que ça, c'est méchant. C'est méchant. Ça a beaucoup changé par rapport à l'époque où vous étiez élève ici? Ça, c'est pas les changements, c'est la métamorphose. C'est deux choses différentes. Je ne sais pas si c'est l'école. Non, je ne sais pas si c'est la même salle de classe. Qu'est-ce qu'il y avait en plus qu'il n'y a plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui a disparu? Tout. Il n'y a plus rien, tout. Ça pue comme c'est pas possible. Ça pue. Dommage que la caméra ne puisse pas aussi... non, transmettre l'odeur. Ça pue. C'est dégueulasse. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Quand est-ce que vous avez touché pour la dernière fois un salaire en tant que prof? En tout cas, c'est difficile à répondre si on doit définir le mot salaire. Je pense que tout ce qu'on a touché, c'est quelque chose semblable à un salaire. Mais même c'est quelque chose, là, ça remonte au moins de 4 mois. 4 mois. Donc il y a un arriéré qui... Nous sommes en retard de 4 mois de paiement de ces soi-disant salaires qui n'existent pas pratiquement. Ce n'est pas un salaire que nous avons ici. Vous gagnez combien, vous? Quand vous touchez ce soi-disant salaire, vous avez combien dans la poche? C'est une humiliation que nous gagnons ici. C'est en dessous pratiquement de 5 $, voire même de 3 $. Par mois? Par mois. C'était ça.
Comment, non, je ne peux pas. Comment vous pouvez vraiment imaginer le développement d'un pays, l'avenir d'un pays avec des soyons sérieux, soyons sérieux, soyons sérieux. 3 par banc, comment les gens pourront étudier? Il n'y a même pas de cantines ici. C'est incroyable, les gens ne mangent pas. Ils ne mangent pas d'abord chez eux, ils viennent à pied, il n'y a pas de route, il y a des trous partout. Ils viennent au lieu d'avoir une certaine aisance à l'école. Non, mais il n'y a rien. Oasis de luxe au milieu du désastre, l'hôtel intercontinental de Kinshasa, devenu du jour au lendemain l'un des hauts lieux du nouveau pouvoir congolais. L'Inter, un étrange mélange de militaires tout juste sortis des maquis, de diplomates et d'hommes d'affaires, de conseillers et de courtisans. Six des 23 ministres de Kabila logent ici, au milieu des dizaines de Zaïrois du monde entier fraîchement rentrés d'exil. Au total, 200 personnes qui, comme José Mutombo, sont logées et nourries aux frais du gouvernement. C'est un village, il y a une certaine complicité. Nous sommes là, les amis, les infirmiers, la piscine, les restaurants, les copains. On se conseille, on s'entraide. Ça nous permet d'accepter cette vie-là. Vous savez, je ne conseille à personne de vivre 4 mois à l'hôtel. Hein. Ça vous gêne pas de vivre dans un palace 5 étoiles alors que les gens ils crèvent de faim dans la rue? Oui, ça me fait mal. Puisque parmi ces gens-là, il y a ma famille aussi. Il y a mes cousins, il y a mes neveux, mes tantes, mes cousines. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Et vous savez, nous sommes occupés en tout cas avec les amis des avoirs de Mobutu. Nous sommes passés à la télé ici. On a mis sur le nom des visages. Donc ici, nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité. Donc c'est-à-dire, c'est pour nous une petite prison dorée. Ghislain Demofike est juriste. Avec José Mutombo, ils ont bataillé ferme pour tenter de retrouver les avoirs de Mobutu, de Berne à Kinshasa en passant par Savigny. Depuis, pour eux, à l'Inter, c'est l'attente. Je n'ai pas de poste. Je suis cadre à la présidence, je suis à la réserve de la République. Et je fais partie d'une équipe qui a fait un travail quantifiable, et qui a impressionné plus d'un, qui est prise en considération par le président. Et le président m'a dit, je suis à ma disposition. Je suis à sa disposition. Lorsqu'il était réfugié en Suisse, Ghislain Demofike a milité 26 ans contre Mobutu. L'hymne sacré de notre solidarité. Le 22 mars dernier, il était encore à Genève, place des Nations, dans cette manifestation de soutien à Kabila, aux côtés d'un certain Eddie Angoulou. Bien-aimé Congo, pour toujours. Welcome Kabila. Kabila. Comme tant d'autres intellectuels congolais en exil, Ghislain le Genevois a fait ses valises le 1er juin et s'est installé à l'Intercontinental. Voilà, oui. Gîte et couvert assurés par l'État, mais sans poste et sans salaire. Combien de temps est-ce que vous pouvez encore attendre une nomination? Parce que ça fait longtemps que vous attendez, là. C'est un calendrier qui ne dépend pas de nous. Il dépend du chef de l'État. Il peut encore se prolonger jusqu'à je ne sais pas combien de temps, je n'ose pas le dire, je peux pas, je n'ai aucun élément. Jusqu'à la semaine dernière, je ne savais pas non plus, mais tout d'un coup, il s'est trouvé que je devais voir le chef de l'État, ça a été fait. Donc, c'est un calendrier qui ne dépend que du chef de l'État et nous ne sommes vraiment pas pressés. Nous avons déjà attendu au moins 32 ans. Alors, c'était dans le combat, 32 ans. Et maintenant, c'est à l'aise que nous attendons cette responsabilisation et c'est pour bientôt. Saluez-moi, monsieur. Certains tuent le temps, d'autres n'en finissent pas de contempler les symboles de leur victoire.
Ce pont qui était réservé au maréchal. Sur l'ancien palace flottant de Mobutu, Eddy, l'opposant genevois, est enfin dans les meubles de son vieil adversaire. C'est luxe, hein. Malheureusement, c'est tôt que c'est les habits qu'il y avait ici. On ne peut pas dire que... S'il était pauvre. Mais c'est curieux de savoir, sont ses livres à lui. Oui, il a ses collections et tout ça. Il lisait, pas un peu. Il lisait. Oui, beaucoup de lisait beaucoup. Il lisait beaucoup. Qu'est-ce qu'il exposait? Histoire universelle. Est-ce qu'on n'a pas vu? Pour un fécond. Il y a toute une collection chez lui. Encore une fois, ça dégage un certain goût de luxe, beaucoup de luxe. Toutes ces lumières roses, c'est incroyable. Oh là là. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est la paire de lunettes de Mobutu dans sa chambre à coucher sur le bateau. Allez, vous mettre. Ouais. Parce que, on peut pas, hein. Celle de bain rose. Je ne sais pas à quoi ça sert. Hein. Ça rend le bain rose. On peut ouvrir. Oui, oui, ça sent bon. Je ne sors pratiquement pas. C'est vraiment hôtel, voiture, bureau, boulot et le reste, le sommeil. Je vous assure que la vie à l'hôtel, ça me pèse. À l'hôtel, on est confiné. Ensuite, on n'est pas chez soi. On a l'impression que vous êtes souvent assez seul. Est-ce que c'est juste comme sentiment? Quelque part, oui. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une solitude liée, je crois, aux fonctions qui sont les nôtres. Nous avons conscience qu'autour du chef de l'État, nous sommes 23 Congolais qui avons en fait la responsabilité de cet immense pays, de le pousser de l'avant. Et je crois que on se sent par moments et très souvent très très seul, parce que les vraies amitiés, en général, ce sont celles qu'on avait avant. Oui, toujours. J'ai appris à être seul plutôt depuis l'Europe. Je ne supporte pas toujours la solitude, j'aime pas beaucoup ça. Mais on l'a choisi pas, parfois on l'a subi. Et l'éloignement avec votre famille? C'est extrêmement apaisant. C'est très très pesant. Bon, les téléphones coûtent cher, je ne peux pas les appeler tous les jours. Mais c'est vraiment dur, parce que je serais très content qu'après une très longue journée de revenir, de retrouver mon épouse et mes enfants. Mais je crois que c'est une situation qui est provisoire. Alors, comme elle est provisoire, j'ai beaucoup d'espoir. Le même espoir, la même impatience, à 5700 km de Kinshasa. Le 15 décembre prochain, si tout va bien, Cécile Angoulou et ses 2 enfants quitteront définitivement leur petit appartement genevois. Attends, quand ça? Moi, je pourrais pas parce que tu sais, si c'est midi, parce que moi, aujourd'hui, je vais y aller au cirque l'après-midi. Quelle impression ça vous fait de rentrer au Congo? Qu'est-ce que vous ressentez? Ouais. C'est mon pays, mais après 7 ans ici, ça fait quand même quelque chose. J'ai connu beaucoup de gens ici, des gens très gentils. Ouais, ça fait quelque chose. Comme je vais rentrer maintenant, je ne sais pas comment m'y prendre avec des enfants. Je ne sais pas. Et votre fille, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle est contente, elle? Elle, au début, elle ne voulait pas, mais j'ai essayé de lui en parler tous les jours. Maintenant, elle est d'accord, en tout cas. Non, je ne suis pas d'accord. Elle est d'accord. C'est une petite fille qui est née en Suisse, qui n'a jamais vu que la Suisse, qui n'a jamais pensé un seul instant qu'elle avait un autre pays que la Suisse. Maintenant, les choses sont telles qu'elle doit venir ici.
Elle a peur d'abandonner beaucoup de ses copains, de ses petites copines là-bas. Bon, je crois qu'elle s'en fera d'autres ici. Monsieur le chef du protocole, on est où ici? On est au quartier Ma Campagne. Précisément ici, c'est la maison qu'on est en train de déménager pour son Excellence le ministre de l'Environnement, M. Idi Angoulou. Et vous connaissez un peu l'histoire de cette maison? Pas tout en fait, mais je connais que c'était l'ancienne résidence du Premier ministre Birundois. Oh, il a fui. On ne sait pas là où il est maintenant. Il est en exil, mais je ne connais pas le pays. La maison a deux espaces. Vous avez le premier parti où M. Birundois occupait. Ça, c'était le salon. Premier salon. C'est grand, hein? Très grand. Vous venez voir ici. Très grand. Ça, c'était une troisième chambre. Mais pour le moment, nous avons mis notre garde-corps de son Excellence, M. Jean-Louis. C'est ici où il passe nuit pour garder la maison. Ça, c'est le parti officiel. Et maintenant, nous entrons dans une autre partie privée. Cette maison, elle a été saisie par le gouvernement? C'est une maison construite par SONAS. SONAS, c'est une société d'État. Donc son Excellence va louer la maison? Va louer la maison. Et qui va payer le loyer de M. Angoulou? C'est le gouvernement lui-même qui va s'en supporter. La victoire, la promesse de poste et d'honneur à conquérir ont aiguisé de solides appétits chez certains Congolais de la diaspora. Le pasteur Pierre Kassongo, sa femme et ses 5 enfants ont vécu 9 ans à Genève. Un curieux pasteur que ce diplômé en ressources humaines, qui travailla un temps dans l'import-export et fonda à Genève une église africaine protestante. Je sais que la libération de ce pays va pouvoir, Seigneur, déclencher un processus de démocratisation sur tous les continents noirs. Le pasteur Kassongo était là à Genève, ce fameux 22 mars 97, pour soutenir la lutte de Kabila. Le mégaphone à la main est déjà une idée assez personnelle du rôle d'un homme d'église en politique. Maintenant, notre tour est venu de gouverner avec Dieu. Alléluia! Demain, quand vous irez au travail, puisque vous n'êtes pas payé, le gouvernement est en train de se battre pour vous rémunérer. C'est ça le changement que nous apportons. Ça doit commencer avec le chrétien et chrétienne. Alléluia. À travers l'église, nous pouvons saisir de milliers d'âmes. Voyez là, ils sortent, n'est-ce pas, touchés, parce qu'il y a la force qui est déclenchée par la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, pour nous qui croyons. Dans l'entretemps, nous profitons pour glisser le message politique, pour que ces gens comprennent qu'il ne faut pas attendre simplement le ciel, tout doit commencer sur terre. Arrivé à Kinshasa le 13 juillet dernier, le pasteur Kassongo n'a pas perdu son temps pour rapprocher l'entourage du président. Il est aujourd'hui conseiller en ressources humaines, en stratégie et en renseignement. Récit d'une ascension fulgurante.
Mes collègues pasteurs, peut-être qui suivront, savent que j'ai une forte personnalité, ça il faut le reconnaître. Les amis suisses le savent aussi, j'ai une forte personnalité. Et d'un côté, j'ai aussi mon côté humoriste. J'aime bien approcher les contacts humains, j'ai la facilité aussi. Mais si vous restez là comme un petit général, attendre le petit déjeuner dans son petit coin à l'Inter, mais il faut dire que le ciel ne tombera jamais sur la table. Il faut aller à la rencontre des autres, même le plus moins utile. Moi, j'ai commencé d'abord avec le planton, celui qui se tient à la porte du président, dire merci, bonjour, merci de m'avoir reçu, merci de m'avoir permis de rencontrer tel. Et puis j'ai posé des questions, mais qui est plus influent ici? Et puis là, on me disait par exemple, oui, celui-là, si vous le rencontrez, il va vous amener tout chez le président, et vous aurez... Et c'est comme ça que j'ai le privilège d'être reçu 2 fois déjà, avant de commencer ce petit boulot, en attendant mon affectation, parce qu'il ne voulait pas que je traîne. Donc il ne faut pas avoir peur de s'imposer. Il ne faut pas avoir peur de s'imposer et surtout rester modeste. Voici un homme dont le nom en Suisse fut au cœur d'une féroce polémique autour du droit d'asile. Voici Mathieu Muset. Souvenez-vous, en 1988, l'affaire Muset. Le professeur à qui la Suisse avait refusé l'asile vivait caché avec sa femme et ses enfants dans une ferme jurassienne. Le 11 janvier 1988, les Muset sont jetés manu militari dans un avion et expédiés vers le Zaïre de Mobutu. Lentement, il ne faut pas être pressé. Hein. Il faut prononcer toutes les lettres, toutes les syllabes. Hein. Les lettres. Oui. Tu vois là, hein, il y a 2 formes d'écriture. Hein. Là, c'est gros. Hein. Puis Mwanza a un vélo. C'est le vélo qui est petit. Après 17 années passées en Suisse, Muset s'est donc retrouvé plongé dans le marasme de Kinshasa. Depuis 9 ans, sans travail régulier, il se débrouille comme il peut. Je suis devenu un professeur paysan. Professeur paysan? Oui, professeur paysan. Je cultivais la terre et avec tout le risque qu'il y avait, parce que je ne connaissais pas les milieux. Je ne savais pas comment traiter avec les gens parce que j'ai vécu 25 ans en Europe. Alors je me faisais rouler par tout le monde. Vous étiez un peu dépaysé ici? Complètement dépaysé. J'ai appris beaucoup de choses en cultivant la terre, une certaine patience dans la vie, attendre que jusqu'à ce que la plante pousse pour que vous puissiez jouir de ses propres fruits. Et puis, bon, en plus de ça, quand même, ça nous fait des économies. Au lieu d'acheter du légume, on peut acheter d'autres choses, on peut s'occuper des habits des enfants, le transport. Ça vous aide à vivre quand même? Un peu. Pas beaucoup, mais un peu. Parce que question salaire, ça n'arrive pas souvent. Il ne faut pas en parler. Puis le salaire n'existe pas. Même pour les gens qui vont tous les matins au bureau travailler. Le salaire n'existe pas dans ce pays. Même avec Kabila, ça n'existe pas. Monsieur le professeur. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Je viens d'arriver seulement maintenant. Ah, d'accord. Je viens d'assez loin. Pendant les dernières années du règne de Mobutu, le professeur Muset côtoie les hommes et les partis de l'opposition intérieure au régime. Comme l'immense majorité de la population, il a fêté le 17 mai la chute du dictateur et l'avènement de Kabila. Mais sa joie a vite fait place à la frustration quand Mathieu Muset a vu débarquer les jeunes intellectuels de la diaspora. C'est pas parce qu'on a feuilleté les manuels d'économie politique dans une université, à Genève ou bien à Lausanne, qu'on connaît tout sur l'économie politique. Je crois que, comme je dis, c'est une naïveté énorme et la situation doit les dépasser parce que même mentalement, ils ne sont pas en mesure de gérer ce pays. Vous avez l'impression qu'il y a un certain mépris de ces gens-là par rapport aux Congolais qui ont souffert ici? Oui. Ça, c'est une certaine arrogance. Autrement, ils ne seraient pas allés à l'hôtel intercontinental. Ça vous choque qu'ils soient à l'hôtel? Oui, ça me choque parce qu'ils sont en train de se marginaliser. Ils sont en train de perdre le pouvoir tous les jours. Ils perdent le pouvoir tous les jours parce que le pouvoir, ce n'est pas là-bas. Le pouvoir, là où vous vous trouvez, à la cité, chez les pauvres gens, c'est ça le pouvoir. Je ne veux pas être prophète, mais ils n'ont pas d'avenir dans ce pays. Parce qu'une moindre crise, ils seront tous balayés. Et peut-être il faudrait demander à la généreuse mère Helvétie de préparer peut-être des couches pour eux. Parce qu'ils ne vont pas tenir le coup. Une moindre crise, ils devraient pas, parce qu'ils n'ont pas d'assises, ils n'ont pas de racines.
L'amertume d'un Mathieu Muset traduit un sentiment partagé par de nombreux Quinois. Malgré leurs fréquentes apparitions en public, l'intégration de ces jeunes inconnus devenus ministres ne va décidément pas de soi. Alors on repart. L'équipe de l'AS Dragon, pour le moment, bénéficie d'un coup franc. La greffe prend mal entre une population avide de changements rapides et des élites formées en Europe et aux États-Unis. Est-ce que le fait que vous et beaucoup d'entre vous veniez de la diaspora, c'est-à-dire de l'étranger, est-ce que c'est pas un handicap par rapport aux réalités du pays? Non, d'abord nous sommes des Congolais. Ça, et puis, le mot diaspora ici, je ne l'aime pas beaucoup. Parce qu'une fois qu'on rentre ici, nous rentrons chez nous. Mais je crois que la différence, nous avions l'inconvénient, c'est d'être loin et d'être un peu coupé de la réalité du pays. Ça, c'est vrai. Vous étiez un peu dépaysé? Je le sens, mais, oui, tout à fait. Je le sens par rapport... Dépaysé, c'est peut-être pas le mot. Coupé de certains faits, oui. Et en même temps, nous étions très préservés par une gangrène qui a sévi ici, à savoir la corruption. Vous savez, pour entrer dans ce bureau, les gens payaient. Ils payaient de l'argent au chef du protocole. Aujourd'hui, pour voir un ministre ou un délégué général dans une société, il faut seulement de la patience. Et les gens ont oublié tout ça. Pour faire mieux que Mobutu, il ne faut pas beaucoup d'efforts. Il faut être correct, simplement. Rendez-vous en Suisse romande et même de façon plus efficace. Il y a un clan des Suisses ici. Ouais, au début, ça me dérangeait un peu. Par la suite, comme la Suisse, c'est une référence, hein, moi, ça ne me dérange pas. Au contraire, je suis fier de faire partie de ces clans. J'ai bien dit que la Suisse m'a appris la propriété. La Suisse m'a appris l'intransigeance. Donc, je ne peux pas changer. Comme je vais être vrai. Donc, je ne peux pas changer. Je ne veux pas faire plaisir. Moi, je suis revenu ici pour reconstruire. Je crois que les amis qui sont venus des États-Unis apportent un peu des États-Unis, de France, un peu de la France. Moi, j'apporte un peu de la Suisse, de ma Suisse à moi, la Suisse que j'ai aimée, la Suisse qui m'a, peut-être, entre guillemets, aimé aussi. Donc, il faut que j'impose cette Suisse-là ici. Qu'est-ce qui me reste encore de la Suisse? Beaucoup de bonnes choses. Je vous dis, le bien-être, l'esthétisme de la ville, l'hygiène dans des hôpitaux. Voilà, c'est à quoi nous aspirons. Je crois, j'espère, un petit sens d'organisation, j'espère. Mais j'ai gardé cela, je pense. Un certain sens d'organisation. Je crois une certaine, j'espère une certaine intégrité. Ça, c'est des choses auxquelles je tiens beaucoup. Entre la Suisse et le Congo, l'histoire continue. Pendant que certains revoyaient enfin Kinshasa, d'autres ont fait leurs valises pour un long voyage en sens inverse. Depuis la chute de Mobutu, 250 Congolais ont demandé l'asile en Suisse. Monsieur Célestin était mobutiste, membre d'une famille très proche du maréchal. Il a fui Kinshasa, un aller simple pour un no man's land, quelque part en Suisse alémanique. Je vivais dans des conditions très agréables. J'avais une très grande maison avec piscine, j'avais des domestiques, j'avais des aides des camps, je roulais dans une belle voiture, j'avais une famille, le plus important. Et je peux vous dire jusqu'à présent, il y a certains membres de ma famille dont j'ignore complètement l'endroit où ils se trouvent. J'avais très peur pour ma vie. Parce que si j'avais pas très peur pour ma vie, je serais resté encore dans Kinshasa. Si je suis parti, c'est que j'ai craigné les représailles du nouveau gouvernement. Parce qu'ils ne sont pas tendres. En apparence, ils sont tendres, mais à l'intérieur, ils ne sont pas tendres. Ça, je peux vous le jurer. Parce que j'ai des amis à moi qui sont
qui se sont entêtés pour rester à Kinshasa. Et aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont. Mais je suis sûr qu'ils sont déjà morts. J'essaie de garder le moral. D'après les conditions de vie que j'avais à Kinshasa, ça n'a rien à voir. Je peux vous le jurer, puisque je vis complètement dans un endroit éloigné de la ville. Je suis entouré des gens qui ne parlent même pas le français. Vous étiez en haut et vous vous retrouvez en bas. C'est ça le plus difficile à vivre. Je suis devenu faible. Je peux me faire insulter, personne ne peut savoir qui je suis. Je passe dans la rue, on peut cracher sur moi. Mais je peux vous le dire, il y a quelques mois passés, personne n'aurait pu me faire ça. Vous vous sentez humilié de vivre cette situation ici en Suisse? J'aurais pu me sentir humilié dans Kinshasa. Mais à l'étranger, je connais personne, personne ne me connaît. Donc c'est passable. Ambroise est pasteur. En 1990, il a fondé une petite organisation de défense des droits de l'homme à Bukavu, à l'est du Congo. Arrestations, menaces, pour Ambroise, les années Mobutu n'ont pas été faciles. En novembre 1996, les troupes de l'AFDL de Kabila entrent dans Bukavu. Il y a eu le premier meeting de l'AFDL, c'était le 4 novembre, à l'hôtel de poste de Bukavu. C'était présidé par M. Rumbika Miller. Et là, Rumbika, il nous a dit officiellement que désormais, les droits de l'homme, il faut jeter à la poubelle. Les dénonciations, il ne veut pas entendre parler de dénonciations. La presse suspendue. Et tous nos bulletins d'information ont sorti là dans lesquels on publiait les cas de violation des droits de l'homme. Il avait dit non, désormais, c'est fini. Et je vais donner un exemple concret. Mon organisation, au mois d'août, a publié un rapport sur les droits de l'homme. Directement, le coordinateur a été arrêté, le secrétaire général est arrêté, le secrétaire comptable est arrêté et tous les membres traqués, ils se sont volatilisés dans la région. Quand est-ce que vous pensez pouvoir rentrer au Congo? Je rentrerai au Congo quand il y aura un minimum de garantie, quand il y aura un état de droit. Et c'est pour quand, selon vous? Ça peut être aujourd'hui, cet après-midi ou après 100 ans. Quel est le vrai visage des nouveaux maîtres du Congo? 6 mois après la chute de Mobutu, la question taraude toujours la communauté internationale. Un terrible soupçon pèse sur Kabila et ses alliés Tutsis. Où sont passés ces milliers de Hutus disparus dans les forêts au début de la guerre? Des témoignages, des rapports évoquent une extermination systématique, des massacres en masse de réfugiés. À Kinshasa, on dénonce un complot, une manipulation médiatique. Laissez-nous au moins enquêter sur le terrain, répond l'ONU. Un dialogue de sourds. Ici au Congo, Kinshasa, au Zaïre autrefois, Mobutu avait tué pas mal de gens. On n'y avait pas mis une commission d'enquête. Il y avait tout un village vers Idiofa qui était rasé par Mobutu. Il y a eu des épurations ethniques qui étaient organisées ici, dans les Chabas, dans le Kassai. Personne n'en a dit mot. Alors aujourd'hui, ils sont malvenus nous chercher une querelle dont on peut bien se passer. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Il y a eu des morts de part et d'autre parce qu'il y a eu la guerre, mais pas de massacre systématique. Non, pas de massacre systématique. Alors, maintenant, il faut maintenant déterrer ces charniers, dire voilà, ah, ça c'est quoi? Ça c'est la tête d'un Hutu, la balle là c'est la balle, ah, ça c'est la balle AFDL, comme ça on nous montre ça. C'est mieux. En plus, il dit que c'est le charnier, d'accord, mais qui a creusé le trou. Il faut dire que ah, ça c'est le style de AFDL de creuser le trou. Qu'ils nous disent ça. C'est trop facile d'accuser. Affirmation péremptoire, vérité officielle, impossible d'aller au-delà pour Eddy, José ou Ghislain, les ex-zaïrois de Suisse, ces militants idéalistes d'hier, à l'épreuve de la réelle politique de l'Afrique d'aujourd'hui. Des hommes qui, après des années d'opposition loin de chez eux, se retrouvent face à une tâche titanesque, redresser cet immense pays de 50 millions d'âmes au cœur du continent noir.
Des hommes qui ont tout misé, qui jouent leur destin sur leur foi en Kabila. L'avenir dira, demain ou dans 100 ans, s'ils peuvent gagner ce pari. Depuis 1997, loin de l'attention des médias occidentaux, conflits armés, massacres, famines et épidémies ont fait périr 5 millions de Congolais. Le Passager, première avec Monseigneur Genoux. C'est pas la religion qui fait le crâne, c'est l'homme. Oh, mais c'est gentil ça. La vie n'est pas un cercle, elle n'est pas un cercle vicieux, mais une spirale. Le Passager, c'est un invité, un voyage, une rencontre. Et c'est le vendredi soir sur TF1. Le 17 mai, les hommes de Kabila sont à Kinshasa. Après plus de 30 ans dans des maquis oubliés, l'ancien compagnon d'armes de Che Guevara ressurgit en triomphateur. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Producteur de réfugiés, En Suisse, la nouvelle de la chute de Mobutu éclate comme une divine surprise pour ces quelques centaines d'opposants zaïrois en exil qui, depuis des années, s'époumonaient en vain contre le maréchal président dans des manifestations clairsemées à Genève, Lausanne ou Berne. Eddie Angoulou fut l'un d'eux. Journaliste à Kinshasa dans les années 70, pourchassé par la police de Mobutu, il fuit le Zaïre et débarque à Genève en février 1981. Pendant 16 ans, Eddie Angoulou crie, défile, écrit des livres et des articles contre un régime qui semblait indestructible. Ça a été un opposant d'une qualité quasiment diamantifère. Enfin, c'était un opposant très pur, chimiquement pur. Dans le sens qu'il ne s'est jamais départi, pas un seul instant, de son opposition et de principe et de cœur au régime zaïrois maintenant évacué, celui du maréchal Mobutu. Et ça, il ne s'est jamais démenti là-dessus, alors même que tout autour de lui, le grand jeu de ces 20 ou 25 années de pouvoir de Mobutu, ça a été de corrompre constamment les nouvelles formes d'opposition qui s'élevaient à l'étranger. Avec nous sur ce plateau, Eddie Angoulou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole en Europe de Laurent Désiré Kabila. L'Alliance a progressé de façon inattendue. Dès le début de la guerre, Eddie Angoulou se rallie à Laurent Désiré Kabila. Il se rend au Zaïre, rencontre le chef des rebelles, puis revient en Suisse, court les plateaux de télévision et multiplie les interviews. Je me retire dans mon village avec... Le petit militant d'hier est devenu porte-parole de l'AFDL, l'Alliance des forces pour la libération du Congo. Une ascension au parfum de revanche sur des années difficiles. L'exil, c'est essentiellement beaucoup de souffrance, contrairement à ce que les gens pensent. C'est beaucoup de souffrance personnelle. C'est une série d'arrachements, c'est une série de frustrations, c'est une série de privations. Lorsque vous passez 10 ans comme requérant d'asile sans jamais qu'on tranche votre cas. Donc chaque jour, vous ne savez pas si à la boîte à lettres, la réponse est venue ou pas. Pendant 10 ans, c'est extrêmement long. Ça vous a pesé, ça?
beaucoup, oui, ça pèse beaucoup. Il a vécu en Suisse, un de ces petits enfers ordinaires des exilés. On l'a jamais martyrisé, mais on l'a jamais opprimé, mais il a quand même vécu des années très difficiles. J'ai travaillé comme ouvrier, j'ai travaillé comme... En 1997, une nouvelle ère s'ouvre pour le Zaïre après 22 ans sous le régime de Mobutu. Autrefois rempart contre le communisme, le pays a été abandonné par les Américains à la fin de la guerre froide. Quand Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir, le pays est exsangue et la corruption généralisée. Ainsi, tout est à reconstruire dans la nouvellement nommée République démocratique du Congo. Quand vous me demandez ce qui me reste de la Suisse, c'est les montagnes que je vois. Même si elles ne sont pas enneigées, je les vois pleines de neige. La première chose, en tout cas, dont je me souviens très bien, c'est la première neige. En même temps, je vois l'ouvrier suisse qui rentre du travail, mais content d'avoir passé 8 heures au boulot, à l'usine. Ah, c'est beau. Oh, c'est Zermatt. Je sais ce qui est. Pas très bien, je tombe souvent, mais je sais. Donc maintenant, je suis en route vers Mova. Est-ce que tu pourras nous suivre directement à l'Otrapo à 10 h? Merci. À tout à l'heure. Merci. En Suisse, où il a vécu pendant 16 ans, Eddy Angoulou n'était qu'un requérant d'asile anonyme. Il est aujourd'hui ministre de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et du Tourisme de la République démocratique du Congo. De l'exil genevois au pouvoir à Kinshasa, aux affaires depuis juin dernier, Monsieur le ministre découvre les subtilités du protocole à l'africaine. Comme pour beaucoup de ses collègues, l'exercice n'a rien d'évident. Les allées du nouveau pouvoir congolais fourmillent d'anciens opposants zaïrois. Après 15 ans, 20 ans d'exil en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, ils sont rentrés au pays à l'appel de Laurent Désiré Kabila. Kabila, le tombeur de Mobutu, le nouveau maître du Zaïre rebaptisé Congo. Le drapeau du pays a été remplacé par celui des années 60 et la zaïroise, l'ancien hymne national, a cédé sa place à la congolaise. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyen. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Congo, mon béni, Congo. Kabila, dont chaque discours sonne comme un défi à l'Occident. Vous savez que notre pays, qui a été et qui continue à être la victime des complots ourdis par des puissances camouflées, a démontré et continuera à démontrer qu'il préfère être pauvre et libre plutôt que riche et esclave. Pour Eddy Angoulou, Laurent Désiré Kabila est tout sauf un inconnu. La rencontre date de 1992, c'était à Genève, au bord du lac. On s'est assis dans l'un des bancs, le banc qui est tout au bout là. J'étais assis à sa droite et pendant une très bonne partie de la nuit, nous nous sommes mis à discuter du Congo, du Zaïre de l'époque, de Mobutu, de son régime. Alors, à la fin de nos entretiens, il m'a dit
je ne veux plus rester les bras croisés. Je vais activer la lutte et tu viens. Si tu apprends que j'ai activé la lutte, tu viens. Et je lui ai dit oui, je viendrai. Octobre 96, au plus fort des tensions ethniques entre les Tutsis et les Hutus, les petits hommes verts de Kabila surgissent à l'est du Zaïre. Une alliance hétéroclite de Tutsis, d'anti-moboutistes zaïrois, épaulés par des Rwandais, des Ougandais, des Angolais. À la surprise générale, les rebelles conquièrent en 7 mois un pays 57 fois plus grand que la Suisse. L'armée de Mobutu se liquéfie, les villes tombent comme des fruits